Ensuite, mon âge. J'ai 24 ans. 25 ans le 6 mars prochain. D'ailleurs, petite anecdote, je suis né le même jour que la date de fondation du Real Madrid. Et ouais, on en reparlera un autre jour. Bon bah ça y est, c'est le jour J. En ce 6 mars 2026, je fête aujourd'hui mes 25 ans. Franchement, parmi toutes les probabilités qui existaient dans ce monde, il a fallu que ça tombe sur moi. Genre, je ne sais pas, hein, j'aurais pu naître à 5 mars, à 7 mars, une semaine après, une semaine avant, mais non, il a fallu que le destin fasse en sorte que je naisse le même jour que la date de fondation du Real Madrid. Je ne sais pas vous, hein, mais pour moi, c'est un petit sentiment d'échec dans ma vie. Hein. Vraiment un tout petit, hein, parce que franchement, le hasard pour que je naisse exactement ce jour-là, il fallait vraiment le faire. Hein. Mais bon, rassurez-vous, hein, de toute façon, je ne vis que pour ce blason et aucun autre. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Mais bon, je pense que de toute façon, là, on en a suffisamment dit. On en reparlera l'année prochaine. Et sur ce, c'est parti. On passe directement à l'avant-match Barça contre Bilbao. Saloperie de destin. Bon, après cette petite intro un petit peu joyeuse, il est temps qu'on passe maintenant à l'avant-match Bilbao contre le FC Barcelone. Donc le Barça va faire un déplacement assez compliqué en Liga sur la pelouse de Bilbao. Mais on va faire comme d'habitude, hein, avant de parler du match, on va faire un petit point actualité. Alors aujourd'hui, concernant l'actualité qu'on va aborder, on va dans un premier temps parler des rumeurs transferts. Ensuite, on parlera du stade car il y a quelques infos qui sont sorties concernant le Camp Nou. Et ensuite, on fera un point médical concernant tous les joueurs blessés et ceux qui seront de retour pour le match contre Bilbao. Et on va d'abord commencer par parler du Camp Nou, car il y a quelques informations qui sont sorties concernant le stade. Donc dans un premier temps, c'est une info qui date déjà d'il y a quelques jours, hein, on en avait déjà parlé auparavant. Et en gros, le Barça devrait obtenir la licence 1C pour le Camp Nou ce vendredi ou lundi, ce qui signifie que le match face à Séville se jouera avec 62 000 personnes au stade. Et j'ai envie de dire enfin, parce que ça fait un moment que cette histoire dure, hein. On en parle depuis janvier, que cette licence était censée arriver pour le mois de janvier, et au final, elle n'est jamais arrivée. Surtout qu'en plus, pour ceux qui suivent un petit peu les élections de près ou de loin, on sait très bien que les élections, c'est pour le 15 mars, et comme par hasard, la licence était fournie pour le jour des élections, et on sait très bien qu'au sein de la mairie, il y a eu des anti-Laporta qui ont fait en sorte de faire traîner la chose pour essayer de faire croire que c'est de sa faute, et essayer de faire croire que justement cette licence a été obtenue grâce à Victor Font, qui est l'opposant à Laporta pour les élections. Mais bon, enfin bref, là n'est pas le sujet, on parlera des élections au moment venu, mais pour l'instant, bonne nouvelle, donc le Camp Nou sera de retour à 62 000 personnes, et donc ça veut dire qu'on pourra l'accueillir à pleine capacité avec son état actuel, parce que pour ceux qui l'ignorent, hein, pour l'instant on n'a que les 2 premiers étages qui ont été faits pour le stade, et donc du coup, actuellement, on peut accueillir que 62 000 personnes. Et une fois que le 3e étage sera fait et que le toit sera fait, on pourra accueillir plus de 100 000 personnes comme c'était le cas avant. Autre bonne nouvelle qui concerne toujours le Camp Nou, donc il y a une personne qui a filmé une vidéo en étant à l'intérieur du stade. Alors sur cette vidéo, on peut apercevoir justement qu'elle filme les tribunes du côté où le public était autorisé à revenir. Et sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement? C'est que l'endroit où il y avait les bâches qui étaient en bleu et rouge, hein, c'était l'endroit qui était dédié de base à la Grada, mais vu qu'ils ne s'étaient pas autorisés à revenir, le club avait placé des bâches. Et du coup, sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les bâches en question ont été enlevées, et donc ça signifie que la Grada va pas tarder à faire son retour, et je pense que pour dès le prochain match au Camp Nou, donc le week-end de la semaine prochaine, donc face à Séville, la Grada sera de retour à sa place comme avant, et je pense qu'ils pourront tous revenir, donc ce serait une très bonne nouvelle pour le public, et dans un premier temps aussi pour l'ambiance dans le stade. On a vu face à l'Atlético Madrid, hein, ils étaient à peine la moitié quand ils étaient là pour ce match-là, et pourtant on a ressenti leur présence, hein, parce que grâce à eux, t'as quasiment tout le stade qui a chanté pour encourager l'équipe, et on a nettement vu la différence avec et sans eux. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle de retrouver la Grada au complet, et j'espère que cette fois-ci ce sera permanent et qu'il n'y aura plus de problème entre eux et la direction. Parce que franchement, quand on est au Camp Nou, et surtout pour des grands matchs comme on a vécu il y a quelques jours, on a besoin d'eux. Et donc, dernière actualité concernant le Camp Nou, on a eu une info concernant la finale de Coupe du Monde 2030. Donc voici ce qu'on nous dit. La FIFA se rendra au Camp Nou lundi prochain. Les membres de la plus haute instance du football mondial approuveront le stade de Barcelone qui aspire à accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Personnellement, concernant cette information-là, peu importe où se joue la finale, pour moi ça n'a aucune importance, hein, du moment qu'elle se joue, que ce soit le Camp Nou, le Bernabéu, et je pense aussi qu'il y a un stade au Maroc, hein, qui est
qui est aussi favori pour accueillir la finale. J'ai oublié le nom du stade, hein, je suis désolé. Mais en fait, peu importe où ça se joue, hein, pour moi c'est du pareil au même. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, ça restera un gros stade entre les trois. Donc bon, franchement, peu importe où elle se joue, moi ça m'est égal. Et aussi, une autre actualité avant de partir sur les rumeurs de transfert et sur le point médical. J'en avais oublié d'en parler au tout début de vidéo, mais en fait, si il y a une autre information qui concerne les élections que j'aimerais bien en parler. Donc voici cette information. Donc Hansi Flick pourrait quitter le Barça si ce n'est pas Laporta en gros qui est réélu en tant que président. On a eu des infos au courant de la journée qui ont un peu complété ça, comme quoi qui disait qu'il pourrait même partir dès cet été ou à la fin de son contrat en 2027. Donc pour moi, je ne pense pas que de façon Laporta va perdre des élections, parce qu'on a vu aussi d'autres informations qui disaient tout simplement que Laporta avait de fortes chances d'être réélu président. Donc moi pour l'instant à ce niveau-là, je suis pas trop inquiet. On verra à la fin des résultats des élections, mais pour l'instant, cette information ne m'inquiète pas tant que ça. Donc maintenant, on va parler un petit peu des petites rumeurs transferts qui sont sorties un petit peu par-ci par-là. Donc comme vous le savez déjà, hein, le Barça a un petit déficit concernant sa défense centrale. Et donc voici l'actualité qui est sortie un petit peu dans la journée. Donc on a le Barça cherche activement à recruter un défenseur central gaucher doté d'une excellente capacité de relance. Un premier nom se détache, Nathan Ake. Des contacts ont déjà eu lieu cet été et pourraient être une vraie opportunité de marché. Donc en fait pour moi, hein, pour vous donner mon avis très rapidement, je pense que ça pourrait être une bonne solution, mais pas en tant que titulaire indiscutable de l'équipe. Je pense que Nathan Ake pourrait être une bonne option de banc, mais je pense que pour moi, en fait, on ne doit pas le recruter pour en faire de lui un titulaire indiscutable. Même si Nathan Ake a été très bon il y a quelques années d'ici avec Manchester City, hein, il a beaucoup contribué au triplé qu'ils ont fait, notamment à la Ligue des Champions qu'ils ont remporté en 2023, la Première Ligue en 2023 et la Coupe en 2023. Donc comme c'est dit ici dans l'actu, hein, pour moi ce serait une bonne opportunité de marché, mais pour moi on ne doit pas le prendre dans le but d'en faire un titulaire indiscutable. Pour moi il serait une bonne option pour la profondeur de banc, mais il faut que quelqu'un de plus meilleur soit recruté à ce poste-là. Et j'espère qu'on arrivera à trouver un autre joueur qui pourra compléter ce poste de défenseur central gauche. Comme ça, on a un titulaire et une doublure. Et pour moi, la doublure, c'est Nathan Ake. Et donc ensuite, pour terminer ce petit point mercato, donc on a eu des informations un petit peu plus claires concernant le plan d'attaque pour le mercato dès cet été. Donc on sait déjà que le Barça va mettre son dévolu sur Alvarez en poste de numéro 9. Mais en cas d'échec, le club a un plan B. Donc dans un premier temps, il penserait à Victor Osimhen et à Omar Marmouche en cas d'échec avec Alvarez. Et on rajoute aussi derrière que l'option d'achat de Marcus Rashford sera levée dans tous les cas, pour 30 millions d'euros. Donc ça, on a encore eu des actualités il y a quelques temps, et ça a encore été confirmé un petit peu dans la journée, comme quoi le Barça va activer la clause de Rashford. Donc lui, normalement, dès pour la saison prochaine, il restera au club et ne partira donc pas à United. Et concernant le poste de numéro 9, hein, moi, ma priorité, c'est Julian Alvarez. Moi, c'est le joueur que je veux voir pour la saison prochaine. Et en cas d'échec, Osimhen, ça pourrait être une très bonne option, hein, parce que lui, c'est un pur neuf, un peu comme Lewandowski. Hein. Donc lui, il sera tout le temps dans la surface, et donc tous les centres que Lamine Yamal et Rafinha envoient parfois, ben, ça arrivera à destination, et ça pourra faire souvent but. Et concernant donc Omar Marmouche, hein, je n'ai pas vraiment d'opinion le concernant, car tout simplement, je ne regarde pas suffisamment Manchester City pour me faire un avis sur lui. Et de toute façon, quand on regarde souvent les 11 de départ de Manchester City, hein, le joueur qui est titulaire en tant que numéro 9, c'est Erling Haaland. Donc, voilà, donc je n'ai pas vraiment d'avis concernant Marmouche. Osimhen, je connais un petit peu plus, mais de toute façon, moi, ma priorité à ce poste-là, c'est Julian Alvarez. Et je pense que c'est la meilleure option possible en tant que numéro 9. Maintenant, à voir pour combien l'Atlético voudra nous le lâcher, et s'ils veulent le lâcher aussi, hein, parce que ça tombe, il y a un monde où ils refusent de nous le lâcher. Mais on verra, donc j'espère que le club fera tout ce qu'il faut pour essayer de ramener Alvarez au club pour l'été prochain. Donc maintenant on va parler un petit peu de Baldé et de Koundé, car on a eu un peu plus de nouvelles concernant leurs blessures à tous les deux. Donc pour rappel, hein, ils se sont blessés tous les deux lors du match contre l'Atlético Madrid. Donc Koundé s'était blessé après 10 minutes de jeu environ, plus ou moins 10 minutes de jeu, et il a été remplacé par Baldé qui lui-même s'est blessé vers la 75e minute et qui avait dû céder sa place à lui aussi. Et donc concernant leurs blessures, on en sait un petit peu plus. Le club a communiqué pour chacun des deux que les deux souffraient d'une blessure au biceps fémoral. Donc ils seront indisponibles environ pour un mois tous les deux, donc on les reverra après la trêve internationale. Et par contre concernant Koundé, on a eu un petit peu plus de détails avec sa blessure, comme quoi sa blessure serait moins grave que celle de Baldé. Pourtant ils souffrent tous les deux d'à peu près la même chose,
mais c'est un petit peu moins grave et il aurait peut-être besoin de moins d'un mois pour se rétablir. Mais je pense que de toute façon, eux connaissant le club et Hansi Flick, hein, ils ne prendront pas le moindre risque concernant Koundé et Baldé d'ailleurs. Donc je pense que les deux reviendront pour le mois d'avril et Koundé ne reviendra pas avant. Ça m'étonnerait que le club prenne le risque de les faire revenir avant et que les deux rechutent. Donc je pense que concernant le club, ils vont, ils vont attendre le mois d'avril pour les faire revenir tous les deux. Et donc maintenant qu'on a fait un petit point actualité, il est temps qu'on passe maintenant à l'avant-match. Donc le Barça va se déplacer à l'Athletic Bilbao, hein, sur la pelouse de San Mamés, donc un terrain très compliqué pour nous. On sait très bien qu'à chaque fois qu'on se déplace là-bas, c'est un terrain qui est un enfer pour nous. Souvent on repart avec une défaite ou avec un match nul. C'est assez rare, hein, quand on arrive à enchaîner plusieurs victoires de suite là-bas. Malgré tout, le Bilbao est 9ème de Liga, mais je pense que ça reste quand même un match compliqué, hein, parce que quoi qu'il arrive, hein, ça reste un déplacement compliqué chez eux. Surtout qu'on a eu des gros, hein, qui se sont déplacés là-bas au cours de la saison. Je pense notamment à l'Atlético qui a perdu là-bas, et aussi le PSG qui s'est fait accrocher en Ligue des Champions là-bas aussi à San Mamés. De plus, on peut voir que ça va un petit peu mieux pour Bilbao ces derniers temps en championnat, car ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite, donc ils ont 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais par contre, mercredi passé, donc ce mercredi, ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Lo, 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 lo. Atleti win. Mais malgré qu'ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite, on peut remarquer en championnat que déjà sur les 26 matchs joués, ils ont marqué 30 buts et ils en ont encaissé 36. Donc offensivement, c'est faible et défensivement, ça prend pas mal de buts. D'ailleurs, un petit détail sur les 36 buts qu'ils ont pris, ils en ont pris 4 face à nous au match aller au Camp Nou. Ils en avaient pris 2 sur la première mi-temps et 2 autres sur la deuxième. D'ailleurs, si je me souviens bien, ce match au Camp Nou, c'était le match de réouverture du stade. Donc c'était le match où on était de retour au Camp Nou, donc il fallait marquer le coup. Et malheureusement, c'est tombé sur eux et ils en ont pris 4 dans leurs dents. Et ensuite, un petit peu après, on les a réaffrontés en demi-finale de Super Coupe d'Espagne où on les a littéralement défoncé la gueule, hein. Je me souviens qu'on leur avait mis 4-0 sur une mi-temps et ensuite on leur avait mis un but supplémentaire en deuxième mi-temps. Ça avait fait 5-0 sur l'ensemble des deux mi-temps. On leur avait complètement roulé dessus, ils n'avaient pas existé du tout. Je me souviens que Rafinha avait fait une masterclass, Rooney Bargi titulaire et il avait fait une masterclass aussi. Franchement, ce match-là, il était vraiment exceptionnel. C'était vraiment un match d'entraînement. Et de plus, pour compléter un petit peu tout ça, si on se souvient très bien, notre dernier déplacement à Stade Mamès, c'était la saison dernière, c'était la dernière journée de championnat. On s'était tranquillement imposé 3-0, donc de notre côté, il n'y avait plus d'enjeu. Et je pense que pour eux aussi, hein, il n'y en avait plus du tout. Donc ce match-là, c'était juste de l'honneur et du prestige. Mais on s'était tranquillement baladé là-bas, on avait mis 2-0 mi-temps et je pense que c'était le troisième but, on l'avait mis en deuxième mi-temps, où c'était Daniel Mo qui avait marqué sur penalty et Lewandowski avait mis un doublé très rapidement. Donc pareil, hein, c'était un petit match d'entraînement, c'était même limite un petit match de pré-saison pour la saison suivante, ce qui arrivait. Aussi, pour toujours compléter les stats en championnat concernant Bilbao, on peut voir que sur 26 journées, ils sont seulement à 10 victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites. Donc vraiment tout ça pour dire que cette saison ça va très mal pour eux, que face au gros c'est très compliqué même s'ils ont réussi à prendre les 3 points contre l'Atlético et avoir fait un match nul contre Paris en Ligue des Champions. Mais je vais prendre comme exemple où le Real Madrid s'est déplacé là-bas, c'était une période où ils recommençaient à aller un tout petit peu mieux avant que ça rechute derrière, hein, mais c'était un match où c'était bon dans le contenu pour eux, ils leur avaient mis 3-0 sans grande difficulté. Donc je pense que si le Barça revient avec le même état d'esprit qu'on a ces derniers temps, je ne donne pas cher de leur peau pour ce match-là. Et puis pour terminer, hein, concernant l'Athletic Bilbao, on va parler de leurs blessures qui ne seront pas disponibles justement pour ce match-là. Donc dans un premier temps, on a Nico Williams, hein, qui ne sera pas là parce qu'il souffre d'une pubalgie depuis le début de la saison. Et cette fois-ci, il a décidé de ne plus jouer depuis le 12 février. Hein. Il a enfin compris que il ne guérira pas en jouant dans cet état-là. Donc depuis le 12 février, il est laissé au repos et je pense que d'ailleurs il ne sera pas disponible face à nous, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de date de retour qui est estimée pour lui. Donc Nico Williams sera probablement forfait et on a aussi notre cher ami Prados qui ne sera pas là non plus parce qu'il s'est fait les ligaments croisés en septembre et donc du coup il sera trop court pour revenir. Donc lui il reviendra en fin de saison, limite pour la saison prochaine. Donc d'ailleurs il sera pas non plus disponible pour ce match-là. Et concernant les suspensions, tout le monde est là pour leurs joueurs qui sont présents. Aucune suspension signalée pour eux. Concernant le Barça, donc nous sommes toujours premiers de Liga avec 64 points. Donc on a 4 points d'avance sur le Real Madrid, hein. Le Real Madrid qui a perdu contre Retafe lundi dernier. Franchement, vous n'avez pas honte d'avoir perdu face à eux.
bande de nuls. D'ailleurs, c'est un match qu'il faudra prendre extrêmement au sérieux pour le Barça parce que ce soir, le Real Madrid va se déplacer au Celta Vigo et au vu de leur état de forme et de leur absence actuellement, je pense qu'il y a un moyen que le Real Madrid repère des points face au Celta et que le Barça puisse encore plus s'envoler dans cette Liga. Maintenant aussi, j'attends toujours un Barça qui soit dans le même état d'esprit que sur les 3 derniers matchs, donc contre Levante, Villarreal et l'Atlético Madrid. Donc l'avantage qu'on a eu sur ces matchs-là, justement, c'est qu'on était à domicile au Camp Nou. Donc à voir maintenant si le Barça va aborder ce match avec le même état d'esprit à l'extérieur. Et ce sera un match qu'on attendra, surtout qu'en plus c'est un match avant Newcastle, donc il faut qu'on se relance dans une bonne dynamique avant ce match-là. Donc on est sur 3 victoires de suite en ce moment, donc on espère avoir une 4e de suite pour arriver à Saint-James's Park en toute confiance. Alors maintenant, on va passer à mon 11 idéal pour ce match. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, dans les buts, ça ne bouge pas, Rohan Garcia. En latéral droit, je mets Eric Garcia. Pour la défense centrale, je mets Gérard Martin, central gauche, et Koubarsi, central droit. Pour le poste de latéral gauche, je mets Cancelo. Ensuite, pour le milieu de terrain, je remets le duo Pedri-Bernal qui a très bien marché face à l'Atlético Madrid et il faut donner la continuité à ces deux-là pour qu'il y ait une bonne entente face à Newcastle. Par contre, Pedri, je voudrais qu'il sorte en cours de match, histoire qu'il souffle un peu parce que face à l'Atlético Madrid, il a fini dans le rouge parce qu'il a joué beaucoup plus longtemps que prévu et donc il faut qu'il sorte, quoi qu'il arrive, il doit sortir dans le match. Ensuite, concernant le poste d'ailier droit, comme d'habitude, Lamine Yamal, pareil que Pedri, il faut qu'il sorte en cours de match quoi qu'il arrive, et histoire qu'il arrive bien en forme face à Newcastle. En poste de numéro 10, je mets Fermin Lopez, et en ailier gauche, je mets Rafinha. Pareil, lui aussi, je veux qu'il sorte aussi en cours de match. Et en numéro 9, je mets Robert Lewandowski. Si ce match-là se déroule de toute façon comme les deux précédents, normalement on aura Pedri et Lamine Yamal qui devront sortir en cours de match. Ça pour moi ça doit être obligatoire parce que dans un premier temps il faut aussi que Rooney reprenne du temps de jeu parce que parfois il en a, parfois il en a pas. C'est un peu compliqué vu son poste, il joue le même poste que Lamine donc du coup c'est compliqué pour lui. Et aussi Pedri qui a terminé dans le rouge face à l'Atlético Madrid. Il faut que lui aussi sorte en cours de match tout simplement parce qu'il faut aussi qu'on revoie un petit peu Casado qui lui de base devait monter contre l'Atlético Madrid. Mais quand Flick a demandé à Pedri s'il voulait sortir ou non, Pedri lui avait dit qu'il ne voulait pas sortir. Donc du coup, Casado n'était pas rentré en cours de match. Et il faut aussi qu'il retrouve de la confiance parce que Casado en ce moment on l'a perdu. Et si on veut qu'il retrouve son niveau et de la confiance, il faut qu'il récupère des minutes de jeu. Et c'est un petit peu compliqué pour lui en ce moment. Et aussi qu'il faut que Pedri soit évidemment en forme face à Newcastle. Il ne faut pas non plus qu'on ait des risques de blessure et on vient tout juste de le récupérer. Et si on le repère derrière, ce serait déjà dramatique. Et comme je l'ai dit aussi, un site de préférence, on peut sortir Rafinha aussi en cours de match parce que lui aussi il revient d'une blessure, parce que lui aussi il a eu un enchaînement de blessures cette saison, c'est vraiment terminable pour lui en ce moment. Donc on espère qu'il pourra sortir en cours de match pour pouvoir aussi se reposer avant d'affronter Newcastle. Et j'espère aussi que Eric Garcia, qui lui aussi a beaucoup enchaîné, même si elle a eu du repos parce qu'il a été suspendu face à l'Atlético, qu'on puisse se permettre aussi de faire sortir Eric Garcia en cours de match pour que lui aussi soit à 100% face à Newcastle. C'est terminé pour cet avant-match, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre ressenti pour ce match. Dites-moi aussi votre 11 idéal pour savoir si on a plus ou moins le même ou si vous voulez plutôt plus de rotation et faire monter les cadres en cours de match. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve dès demain pour le débrief à chaud et sur ce, je vous dis salut tout le monde.